bonjour les 5 CEOs, aujourd'hui nous allons parler de Batman, Allons Halloween, la partie 2, enfin. Alors, il y a 2-3 personnes là sur la chaîne qui m'ont littéralement cassé les couilles ces derniers temps pour que je fasse la vidéo. Pas de bonjour, pas de s'il te plaît, pas de merci, que dalle. Hein. Oz, tu fais la vidéo Batman Allons Halloween ou quoi? Alors c'est pas comme ça que ça marche les petits gars, je vous le dis tout de suite en fait, tu vois, et en fait c'est même l'inverse. Plus vous allez me casser les couilles avec un truc, moi je vais le faire en fait. Laissez-moi faire ce que je veux, quand je veux, si je veux. C'est comme ça que ça fonctionne sur la chaîne. Si ça vous plaît pas, vous vous désabonnez, vous foutez le camp. Voilà. Parce que ça a tendance à me saouler en fait, ok. Donc maintenant que les présentations sont faites, bonjour aux autres, hein, désolé, hein, je vous ai laissé un petit peu sur le bas-côté. Je vous reprends. On va parler de Batman Long Halloween partie 2. Je l'ai regardé 2 fois, une fois en VO, une fois en VF. La VF est absolument abominable, cela dit en passant, donc fuyez-la. Il y a des voix qui correspondent pas du tout au personnage, tu vois. Harvey Dent qui a une voix très agressive, mais agressive roquet, tu vois. Il a une voix agressive alors qu'il est encore Harvey Dent, qu'il n'est pas encore double face. Et pour moi, Harvey Dent, il est censé représenter la justice. C'est quelqu'un qui doit être relativement serein, calme, et qui doit avoir une voix grave, une voix harmonieuse, quoi, tu vois. Harvey Dent, il est censé représenter ça. C'est le chevalier blanc. Et après, effectivement, lorsqu'il devient double face, là, tu repères des intonations qui changent dans sa voix, etc. Mais là, lui donner une voix comme ça, à ce point-là, agressif quand il est en Harvey, ça m'emmerde. Ça correspond pas. La mention spéciale, alors là, la palme d'or, je crois, de l'interprétation foirée sur cette VF, c'est le grand-père Maroni. Tu sais, le grand-père Maroni qu'on retrouve à un moment, il est sur une chaise de jardin, là, dans son jardin, justement, il parle à son fils. Et c'est le vieux grand-père italien, le vieux mafieux, qu'on imagine parler un petit peu comme ça, avec l'accent italien. Tu vois, c'est que la voix cassée et tout, tu vois, un truc qui a de la gueule, quoi. Et ben là, pas du tout, ils lui ont fait la voix d'un grand-père, mais la voix du grand-père qui fait ses courses à Super U le dimanche, toi, qui casse les couilles à tout le monde. Et en fait, il arrive en caisse, et puis il regarde la caissière, puis il lui dit « Et comment ça se fait que le prix du kilo des clémentines, il a augmenté dans l'euro depuis la semaine dernière ?» Voilà. Moi, ma retraite, elle augmente pas. Hein. Bon. À quel moment ? Donc voilà, il y a des voix qui correspondent pas du tout au personnage. Et puis dans l'ensemble, à part quelques exceptions, je trouve les acteurs tous sur le même ton. Enfin, c'est vachement monocorde. Et du coup, il y a un truc très soporifique dans l'interprétation, tu vois, dans les voix. D'autant plus qu'en termes de rythme, cette deuxième partie est beaucoup moins bien réussie que la première. Donc du coup, un rythme assez lent. Qui gagnerait à être cassé de temps en temps par des petites scènes d'action un petit peu plus percutantes. On se souvient de la scène d'action dans la première partie où Batman poursuivait un mec, Mickey je crois, avec sa Batmobile, puis après ils allaient se foutre sur la gueule dans une rue, et t'avais des Yakuza qui attaquaient et tout, tu vois. Voilà, la scène d'action je l'avais trouvée bien faite, elle n'est pas dans le bouquin de base, mais c'était une très bonne idée de l'incorporer, parce que dans un animé, on a d'autres attentes que sur un bouquin, on a un autre public, donc il faut savoir casser un peu le rythme de temps en temps, surtout quand tu es sur un truc comme ça, très polar, très enquête, et en fait il faut par moments comme ça injecter un peu d'action, et il faut que ce soit bien fait, à des moments clés, tu vois. Et là, le problème, c'est qu'on a des petites scénettes d'action, mais c'est toujours très rapide. C'est des combats qui sont pas très jolis. Et de ce fait, tu vois, par exemple, le combat, lorsque Batman... Attention, ça va être full spoiler. Hein. Si vous n'avez pas lu le bouquin ou regardé le film, ou regardez la première partie, ou barrez-vous. Hein. Ça va être full spoiler. Hein. Tu vois, t'as un combat où t'as Batman qui essaye d'arrêter le chapelier fou et puis l'épouvantail qui sont en train de braquer une banque, ok. Un coup de poing, ok, l'épouvantail par terre, non, l'épouvantail qui se barre. Et puis là, t'as Jarvis Tetch qui arrive et qui met un coup de tasse à café dans la tête de Batman, et Batman il s'écroule. Voilà. Fin de la scène. Alors à quel moment un nain avec un mug arrive à assommer Batman? Déjà ça m'emmerde, enfin bref. Comment ça marche? Donc voilà, t'as des scènes d'action qui sont complètement foirées, je trouve, dans cette deuxième partie, et puis qui sont pas assez conséquentes, pas assez percutantes pour redynamiser le récit. Et donc du coup, on tombe sur un truc très verbeux, avec beaucoup d'enquêtes, beaucoup de paroles, et puis... alors ça c'est bien dans le bouquin, mais parce que le bouquin a d'autres qualités en fait, tu vois, dans la mise en scène, dans la représentation des figures,
Là, on n'a pas tout ça en fait. Et on aurait voulu un peu plus de dynamisme, on ne l'a pas malheureusement. Donc il y a un côté très soporifique dans cette deuxième partie que j'avais pas trouvé dans la première partie. Donc pour commencer, voilà. Je trouve qu'il y a des personnages qui sont pas du tout à leur place. Palme d'or, cette fois-ci pour Catwoman. Catwoman, normalement, c'est un personnage qui est toujours dans l'ambiguïté. Voilà, c'est un personnage qui marche sur un fil et tu ne sais jamais à quel moment elle va mettre un pied à gauche ou un pied à droite. Voilà. C'est la force du personnage, c'est son caractère. Elle a toujours été comme ça. C'est pour ça que je l'aime. Jusqu'à la dernière réplique qu'elle a dans le livre, où Batman lui demande « Mais enfin, de quel côté te trouves-tu » et qu'elle lui répond, et j'adore cette réplique, toujours du même. Ça, c'est une réponse, mais sans répondre, en fait. Et j'adore, voilà, ça c'est Catwoman. Et Catwoman, dans le bouquin, elle a vraiment cette position très hasardeuse. Tu sais jamais à quel moment elle va trahir Batman ou elle va trahir l'autre camp. À la fin du bouquin, elle se retrouve face à Batman avec Harvey Dent et le Joker à ses côtés. Alors qu'elle semblait l'aider jusque-là, en fait. Tu vois. Et c'est ça que j'adore avec Catwoman. Et alors que là, dans le film, la caractérisation n'est pas du tout comprise. On est complètement aux fraises. C'est une sidekick de Batman. Voilà, c'est Batgirl. C'est Batgirl. Il n'y a pas ce jeu du chat et de la souris, voilà, elle vient l'aider quand il a besoin et puis c'est tout quoi. C'est une sidekick, c'est Batgirl et ça me casse les couilles de voir Catwoman écrite de cette manière. Alors là, je suis en plein montage. Désolé, vous allez voir qu'à plusieurs reprises, au lieu de dire Carmine Falcone, je dis Carmine Infantino, qui est un auteur des années 50. Ça n'a absolument rien à voir, mais voilà, tout s'est mélangé dans ma tête à ce moment-là, donc désolé, mais je parle bien de Carmine Falcone. Là, ils ont choisi de révéler le rapport qu'elle a avec Carmine Infantino, qui est son père biologique. Ça, dans le bouquin de base, ça ne nous est pas révélé. Il faut lire l'arc When in Rome pour le comprendre. Là, j'imagine qu'ils n'ont pas l'intention d'adapter When in Rome, donc ils l'ont balancé là-dedans. Pourquoi pas? Seulement, du coup, ça enlève le côté mystérieux qu'a Catwoman dans Halloween. Voilà. Parce que là, du coup, on connaît ses motivations. Il y a un truc que j'aime beaucoup, par contre. C'est la symbolique que représente un Halloween au niveau de ces personnages, la passation de pouvoir entre la mafia et les super vilains, parce que c'est ça, hein, toute la symbolique d'un long Halloween, c'est le fait qu'à la fin, tu as Harvey Dent qui réunit tous les super vilains iconiques de Batman et qui va voir Carmine Falcone droit dans les yeux et qui lui dit en très gros, qui lui fait comprendre en très gros maintenant, le pouvoir il a changé de camp. Voilà. Avant c'était la pègre, c'était le crime organisé qui régnait sur Gotham. Vous vous serviez des super vilains, d'ailleurs c'est le propos du long Halloween, hein. Tu vois Carmine Infantino qui embauche Poison Ivy, qui manipule l'épouvantail et Tetch. Et en fait, toute la symbolique de Halloween, c'est qu'à la fin, les super vilains se retournent contre Carmine Infantino pour prendre le pouvoir. C'est ça que j'adore, c'est la passation de pouvoir. Avant, c'était le crime organisé. Maintenant, on monte d'un cran et maintenant, place aux super vilains. Ça, c'est excellent et c'est plutôt bien retranscrit dans le film, même si c'est beaucoup moins iconisé pour le coup que dans le bouquin, parce que dans le bouquin, il y a une page qui est fantastique, que je vais essayer de vous retrouver. Voilà. C'est le fameux face-à-face. Tout le monde est là. Vous voyez, Catwoman, elle est là. Hein. Tout le monde est là. Face à la pègre. Et le message, c'est maintenant, c'est nous qui allons prendre le pouvoir. Ça, c'est excellent. Je parlais des personnages qui n'étaient pas forcément mal écrits, mais en tout cas qui étaient un petit peu maladroits dans leur retranscription. Harvey Dent, je trouve moins, son traitement, je trouve moins subtil que dans le livre, parce que là, en fait, tu entends sa voix intérieure à plusieurs moments avant qu'il devienne double face, avant l'accident au tribunal. Tu entends progressivement comme ça, sa voix qui prend de plus en plus de place dans sa tête, en fait, la voix de son double maléfique. Et alors ça, pourquoi pas? C'est vrai que dans le bouquin, c'est pas aussi explicite. Hein. Dans le bouquin, tu comprends pas forcément qu'il est schizophrène avant de devenir double face, donc du coup, ça peut paraître assez étrange, son changement radical de personnalité après l'accident. Là, pour le coup, on te prépare au truc, un peu comme ce qu'ils ont fait dans la série animée de Bruce Timm ou dans l'excellent jeu Batman Telltale. Mais pour le coup, ça paraît peut-être un peu moins subtil, tu vois, le fait d'avoir cette voix comme ça intérieure qui lui dit arrête, Harvey, fais pas ça, tue-le. Voilà, c'est peut-être un peu plus grossier, tu vois. Des longueurs, des sempiternelles longueurs où tu revois la scène des
du meurtre à Crime Alley, la scène du meurtre des parents Wayne, le genre de truc qui alourdissent clairement le propos, d'autant plus que quand tu lis Un an Halloween, cette scène-là, elle est présente, mais pas du tout de la même manière. Et s'ils avaient adapté la scène exactement comme elle est racontée dans Un an Halloween, je pense qu'on aurait gagné en fraîcheur, parce que là, pour le coup, ils nous ont fait le simple coup du flashback, en fait. Le truc vu et revu, donc ça devient un petit peu relou à force. Surtout que, je comprends pas, ils se sont éternisés sur des trucs sur lesquels il n'y avait pas besoin, ils ont occulté d'autres. Ils ont occulté des meurtres, ils ont occulté tout le passage avec l'homme mystère qui est hyper intéressant parce qu'en fait l'homme mystère dans Un long Halloween, lorsqu'il intervient, il te démontre son génie parce qu'en fait lui il va te dire ben voilà, lui il est suspect, lui il est suspect, lui il est suspect, et en fait du coup ça te montre des personnages auxquels tu n'aurais même pas pensé en tant que suspect. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'adore la présence de l'homme mystère dans le bouquin. Et là, sa présence, elle est complètement dégagée, complètement occultée. Tu vois, ils lui ont dit, ben, on n'a pas besoin de toi, va dans Hush. Va dans Hush, t'auras un rôle majeur. Aucun putain de sens. Tu vois. Bref, je comprends pas ces décisions. Et puis, à côté de ça, ils ont plus fait le focus sur des trucs qui servent à rien, tu vois. Bref, on en vient au sujet principal, à ce qui fait le sel de l'animé, c'est-à-dire l'identité de Holiday. Hein, voilà. Alors déjà, moi j'ai un gros souci avec la représentation de Holiday. J'avais... Johnny Holiday. J'avais un peu de mal... J'avais un peu de mal déjà dans la première partie, mais je vous en avais pas parlé à l'époque parce que je me suis dit, il nous réserve un truc dans la deuxième partie. Sauf que non, en fait, c'est pour ça. Donc du coup, je reviens là-dessus. Il y a un truc avec lequel j'ai du mal dès la première partie, c'est la façon dont est filmé le tueur. Parce qu'en fait, on le voit clairement. Tu vois. C'est des plans américains, le mec il est filmé de la taille jusqu'au chapeau, et tu vois tout. Alors évidemment, le tueur il est masqué, il a un chapeau, et puis il a un masque Covid, et puis un gros impair, donc du coup tu vois pas qui c'est, on est d'accord, tu vois juste son regard. Mais c'est déjà trop. C'est déjà trop parce qu'en fait tu devines sa corpulence. Tu devines que le mec, ben, il est comme ça quoi, tu vois. C'est animé d'ici like, le gars est comme ça, tu vois. C'est une armoire à glace le mec. Et en fait, ce qui me dérange, c'est qu'on te montre le tueur à plusieurs reprises, dans la partie 1 surtout, et même dans la partie 2, lors de l'assassinat de Sal Maroni. J'ai l'impression d'être un raciste quand je dis c'est Sal Macaroni, Sal Maroni. Je vais pas y arriver. Et en fait, on en voit trop. On voit trop le tueur, bordel de merde. Dans le bouquin, tu vois juste une main avec un flingue dans l'entrebâillement d'une porte, ou tu vois jamais à quoi ressemble physiquement le tueur, même de loin, ni sa morphologie. Là, tu vois que c'est une armoire à glace dans un imperméable. Et ça m'emmerde parce qu'en fait, à la fin, on t'explique que le tueur, c'est une gonzesse. Comment ça fonctionne en fait. Et puis donc il y a Alberto Falcone. Voilà, Alberto Falcone, parce qu'en fait il y a deux tueurs. Il y a deux tueurs, comme j'avais dit, c'est full spoiler. Il y a Alberto Falcone et puis après c'est Gilda qui prend la relève en fait. Alberto Falcone, vous l'avez vu, c'est une crevette, le gars il est comme ça. Il est épais comme ça le gars. Alors pourquoi on nous montre une armoire à glace dans un impair qui tue des gens et après on te fait croire que c'est une crevette? Ou une femme qui est toute menue, qui est toute fragile. D'ailleurs, c'est là où ça m'emmerde aussi, concernant l'identité du tueur. C'est là où c'est une fois de plus beaucoup plus subtil dans le récit. Ok, je veux bien que ce soit Gilda Dent, c'était le cas d'ailleurs dans le livre. Il n'y en avait pas qu'une, il y avait plusieurs tueurs. On reviendra là-dessus. Gilda Dent, tueuse, ok. Sauf que dans le bouquin, tu vois, comme j'expliquais juste, elle se rapproche de ses victimes, bam. D'ailleurs, Batman qui explique à un moment au commissaire Gordon que le tueur a la faculté à chaque fois de pouvoir approcher de très près ses victimes. Donc c'est qu'il doit inspirer confiance à ses victimes avant de les tuer. Donc ça doit être quelqu'un de connu. Ou une femme menue, fragile. Tu t'imagines pas qu'elle va sortir un calibre pour te trouver la peau, ok. Là, la meuf, elle réalise des coups de maître. C'est-à-dire qu'en fait, elle est sur un escalier de service, tu sais, le long d'une façade d'immeuble. Elle est sur un escalier de service, elle est à 20 mètres de Sal Maroni, puis elle lui tire une balle en pleine tête, entre les deux yeux. Bam. Gilda Dent. Si c'est elle, parce qu'en fait, je vous rappelle qu'à ce moment-là, on voit un mec, une armoire à glace. Gilda Dent. Il y a des choses qui sont vachement bizarres dans cet anime. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, mais on est d'accord que le tueur est Gilda, et que probablement Alberto Falcone a déjà tué aussi avant, mais aucun de ces deux personnages n'a la même corpulence que le tueur qu'on voit plusieurs fois à l'écran. Et le tueur qu'on voit plusieurs fois à l'écran, il a la corpulence d'Harvey Dent. Sauf que
Donc ça pourrait être Harvey Dent. D'ailleurs, dans le livre Allant Halloween, on t'explique qu'Harvey Dent fait partie du trio de tueurs. Parce qu'il y a 3 tueurs dans le bouquin de Jeff Loeb. Il y a 3 tueurs. Il y a Alberto Falcone, il y a Gilda Dent et il y a Harvey Dent qui, comme il le dit lui-même, termine le travail d'Holiday puisque c'est lui qui tue Carmine Falcone. Okay, donc, quelque part, Harvey Dent est Holiday. Donc voilà, je comprends pas en fait. Je ne comprends pas. C'est pas Harvey Dent à ce moment-là qui est sur l'escalier de service et qui met une balle dans la tête de Maroni parce que Harvey Dent est déjà double face et il est dans la ruelle. Il est dans la ruelle à côté de Maroni. C'est d'ailleurs lui qui empêche Batman de partir à la poursuite du tueur. Des choses très 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 étranges comme ça. Donc ouais, j'ai du mal avec ça. Ouais. On voit trop le tueur à la base. Il aurait fallu juste montrer, comme j'expliquais, une main dans un entrebâillement de porte, ou peut-être juste des yeux, et encore des yeux, c'est même déjà trop, tu vois. Donc attention à ça. Le principal intérêt d'un polar, d'une intrigue, d'une enquête policière, c'est de laisser les portes ouvertes à toutes les à toutes les possibilités en fait. Et quand tu nous montres déjà, quand tu définis la forme, le type de corpulence du principal intéressé dans l'espace, sa prestance, la façon qu'il a de se tenir dans l'espace et tout, déjà c'est trop nous en montrer, tu vois, c'est trop nous en montrer. Et puis il y a des soucis, des trucs un peu incohérents aussi, tu vois. T'as cette fameuse scène où... alors je sais même plus qui c'est ce mec là. Le gars arrive sur Harvey Dent à 2 mètres. Il sort un flingue, il lui tire dessus, ouvertement. Harvey est avec sa femme à ce moment-là. Et tu vois clairement que le mec tire sur Harvey et non pas sur Gilda. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'en fait, Catwoman intervient à ce moment, au moment où le coup de feu part. Catwoman qui arrive dans un acte héroïque pour sauver Harvey en le poussant. Donc le coup de feu n'était pas destiné à Gilda, puisque sinon elle aurait pris la balle, vu que Selina sauve Harvey. Si la balle était destinée à Gilda, Gilda aurait pris la balle quoi qu'il arrive, on est d'accord. Donc s'ensuit une course-poursuite, le mec est rattrapé, et là le gars explique à Harvey, non mais Harvey, je voulais pas te tuer moi, sinon je l'aurais déjà fait. C'est parce que t'as fait il y a à peu près 1 minute 25 là. Il y a 1 minute 25, tu t'es pointé à 2 mètres de moi, t'as sorti un magnum, tu m'as tiré une balle dans la tête. Si Selina était pas là, je la prenais pleine tête. Et là t'es en train de me dire qu'en fait non, je voulais pas te tuer. Il y a des trucs comme ça, c'est quoi ça? C'est le scénariste qui est parti pisser, puis qui se souvenait plus de ce qu'il a écrit, il a pas retrouvé ses notes, ou qu'est-ce qui s'est passé quoi. Il y a des choses que je ne comprends pas dans cet animé en fait. Donc voilà, très très mitigé. J'avais beaucoup apprécié la première partie que j'avais trouvé très réussie dans son rythme, dans sa façon de raconter l'intrigue. Et puis même il y avait une ambiance, il y avait un truc que j'ai pas retrouvé là, tu sais, le tic-tac des pendules, la pluie qui coule, il y avait une ambiance sonore qui participait au truc. J'ai pas retrouvé là. Voilà. Et puis je suis désolé mais c'est un animé qui manque de couilles. Comme j'expliquais dans la partie 1, c'est un animé qui manque de couilles, il aurait fallu faire du noir et blanc avec des touches de couleur. Voilà. Dans le bouquin de base, tous les meurtres de l'idée sont en noir et blanc. Et la seule pointe de couleur, c'est l'objet en rapport avec la fête, le jour férié en question, la date. Voilà. Ils auraient fait l'animé comme ça, il y aurait une vraie prise de risque. Mais au moins visuellement, ça aurait proposé quelque chose d'original et je pense ça aurait permis de plus s'immerger dans le délire polar, machin, intrigue, tu vois, enquête. Il y aurait eu un côté plus sombre si ça avait été fait en noir et blanc, beaucoup plus glauque, et je pense que du coup l'ambiance aurait été bien mieux retranscrite comme ça. Malheureusement, on a alors des dessins très jolis comme j'expliquais, mais trop de couleurs, c'est trop mainstream, et du coup ça perd en identité, ça perd cruellement en identité, d'autant plus qu'on n'a pas l'iconisation, l'iconographie de Jeff Loeb, qui nous représente vraiment ces vilains avec une maestria à chaque fois, enfin pas Jeff Loeb, Tim Sale, pardon, qui nous représente vraiment les personnages avec une maestria visuelle à chaque fois. Pour moi, je l'ai dit et je le répète, Tim Sale c'est le meilleur dessinateur sur Batman, parce que c'est lui qui a parfaitement compris l'essence même des personnages, tu vois, le chapelier fou qui est minuscule avec un putain de chapeau immense, l'épouvantail avec ses doigts crochus façon Freddy Krueger, enfin vraiment tu vois Batman sur une gargouille, voilà, Tim Sale il a parfaitement compris le Batverse et c'est pour ça que quand tu passes sur des dessins beaucoup plus mainstream, et ben ce que tu perds d'un côté il faut essayer de le regagner de l'autre, et donc du coup noir et blanc, pointe de couleur à droite à gauche, et ça aurait été parfait. Bref,
Une deuxième partie très très décevante, voilà. Après, c'est pas non plus complètement mauvais, c'est juste que j'ai beaucoup de mal avec toute la fin, toute la révélation finale, l'identité du tueur. J'ai beaucoup de mal avec le fait que Batman connaisse du coup l'identité du tueur final qui est Gilda, parce que dans le comics, en fait, il faut savoir qu'elle reste. Personne ne l'a trouvée. Dans le comics, en fait, elle passe incognito jusqu'à la fin. Voilà, à la fin, elle est seule dans sa cave, elle brûle ses pièces, ses preuves, ses pièces à conviction et tout, elle brûle tout en fait. Et du coup, personne, même Batman, le plus grand détective du monde, n'a réussi à deviner le truc, tu vois. Et ça, je trouve ça exceptionnel, je trouve ça excellent, parce que du coup, la nana, elle tape, elle a la putain de classe, quoi, tu vois. Et là, du coup, Batman, en fait, il arrive, il t'explique que si, en fait, c'était facile, j'ai deviné parce que ça casse le mythe, bordel, ça casse le mythe. Donc, pour résumer, une première partie très très bien, vraiment un très bon animé, bien mis en scène, bien raconté. Une deuxième partie qui vient pas tout niquer, mais presque. Dommage.